La Chambre haute du Parlement a adopté vendredi 22 mai 2020 les 3 projets de loi autorisant la ratification de 2 accords de crédit et un accord de prêt présentés et défendus par le ministre des Finances Sélé Lagouli au cours de la plénière présidée par l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Bien avant, le ministre des Finances a répondu aux préoccupations des sénateurs et les a rassurés de la volonté du gouvernement de développer toutes les provinces de la RDC. Nous avons enregistré avec humilité l'observation faite par l'honorable Guérengo sur les timings. Pourquoi c'est depuis 5 mois qu'on a conclu, surtout pour les 2 projets des ProADER et les projets RDIS 4, mais que ça a pris beaucoup de temps. C'est vrai qu'après la signature, il y a nécessité de discuter de ces projets encore au niveau de commissions ministérielles, de commissions gouvernementales, pardon, et ensuite de le soumettre au niveau du Conseil des ministres avant de le passer au niveau donc, du Parlement, en commençant par l'Assemblée nationale. Mais nous allons, comme je l'ai dit, sans pour autant nous dédouaner, essayer de faire en sorte que, une fois que les projets ont fait l'objet des conclusions, que nous puissions approcher votre Chambre le plus rapidement possible pour que nos populations puissent bénéficier de ces financements. Alors, il y a l'honorable Sangouma qui avait posé les problèmes de l'eau potable dans le cadre du Covid. Et comme vous allez vous en rendre compte, dans tous les projets évoqués hier, que ce soit les projets ProADER, ça va réhabiliter des sources d'adduction d'eau potable, que ce soit les projets RDIS, où on va installer des laboratoires sur l'étendue du territoire national. Je crois que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, va s'étendre très largement sur ça quand il va revenir devant votre auguste Assemblée, ainsi que le projet Covid-19. Tous ces projets ont prévu donc un volet alimentation en eau potable pour là où la régie des eaux est effectivement opérationnelle, mais qui se pose juste un problème d'améliorer les conduits d'eau. On va le faire, mais là où ce n'est pas possible, il est prévu bel et bien qu'il y ait des forages de puits d'eau potable. Et pour les spécialistes en hydraulique, ils savent que l'eau souterraine, au-delà d'un certain niveau, c'est une eau pure, donc ça ne pose pas de problème. L'honorable Lowando a posé la problématique de remboursement de près de 40 ans, mais bon, comment rembourser après? De manière chiffrée? Non, il faut dire, honorable, que la problématique consiste pour le gouvernement à créer des conditions favorables à la prise en charge par d'autres agences économiques que sont les ménages et les entreprises pour saisir les opportunités, de manière à mettre en valeur les multiples potentialités auxquelles nous faisons tous allusion dans nos discours. Et pour ce faire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on a fait les routes, parce que la plupart des cas, nous décourageons la production intérieure, nous avons parlé pour le ProADER, par exemple, du maïs et du manioc, mais pour permettre aux agences économiques, aux ménages, y compris même aux entreprises, de pouvoir produire de manière à aller au-delà de la quantité à consommer, il faut que le gouvernement crée ce qu'on appelle des externalités positives dans le système, donc améliorer les routes, améliorer les conditions, les bureaux de l'État, et ça permet aux agences économiques de pouvoir entreprendre réellement. Le raisonnement est tout à fait simple. Le raisonnement, c'est que si l'État fait ça au temps T1, on suppose qu'au temps T2, T3 jusqu'au temps N, l'économie va s'en trouver améliorée. Et si l'économie s'en trouve améliorée, les services collecteurs des impôts et des droits dus à l'État sont à même également à les collecter, ce qu'il faut permettre de faire face au service de la dette. Et c'est ce qui répond un peu à ce que j'ai appelé donc, le volet viabilité de la dette. Est-ce que la dette est viable? Pourquoi faire tel projet? C'est parce que des études préalables démontrent que si on fait telle route, si on fait tel bureau à tel endroit, où la production est déjà là, mais à un certain niveau, ça peut booster la production pour aller au-delà de la capacité de consommation et donc aller vers la commercialisation. L'honorable Kimbuta avait posé une question d'intérêt général aussi, d'ordre général, pardon.
en disant pourquoi on cède la gestion des fonds, surtout en ce qui concerne les prêts, aux partenaires. Non, il faut préciser. Disons que à l'époque, avant la rupture de la coopération structurelle entre la République démocratique du Congo et les partenaires au développement, les projets étaient mis en œuvre dans chaque ministère. Et après la reprise de cette coopération en 2001, il y a une agence gouvernementale qui existe toujours jusqu'aujourd'hui, le BCECO, qui a rendu d'énormes services, en tout cas dans toutes les provinces de ces pays, qui avait pour rôle d'assurer la gestion fiduciaire, on s'est compris la gestion financière, la passation de marché, la gestion technique, le contrôle et la surveillance des travaux. Et donc, le BCECO a été, c'est qu'on pourrait dire le fer de lance pour la reprise de ce qu'on appelle la possibilité pour le pouvoir public de pouvoir commencer à exécuter le projet par des nationaux, par les Congolais. C'est une confusion de penser que ces structures, au-delà des BCECO aujourd'hui, en tout cas, chaque ministère dispose d'une agence d'exécution de projet, et ce serait une erreur de considérer que ce sont des agents des partenaires. Non, non. Ce sont des agences qui sont assujetties à l'autorité du ministre sectoriel. En ce qui concerne par exemple le projet ProADER, donc j'ai dit que ce sera exécuté dans une agence d'exécution qui est placée sous la coupe du ministre en charge du développement rural. En ce qui concerne les deux autres projets, il y a l'agence PDS, donc qui est le projet de développement du système de santé, qui est installé au ministère de la Santé, qui va implémenter ces deux projets. Donc ces projets ne sont pas exécutés par des partenaires. Mais il arrive bien entendu au cas par cas, s'il y a un déficit en compétences pointues, aujourd'hui peut-être de moins en moins, parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus de compétences en passation de marché ou en gestion financière, il arrivait qu'on recrute des auditeurs externes, et ça c'était des partenaires donc, pour pouvoir accompagner la mise en œuvre du projet. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que ces projets sont bel et bien exécutés par le gouvernement et non par les agents d'exécution des partenaires. Alors, il y a une question qui était bien entendu sur les agents d'exécution qui vont exécuter les projets PADIR. Comme je venais de le dire, le projet ProADER, ce sera exécuté par le ministère en charge du développement rural au travers d'une agence d'exécution de projet qui est placée sous l'autorité directe du ministre en charge du secteur. En ce qui concerne les deux autres projets de REDIS 4 et le Covid-19, ils seront exécutés par le PDSS, donc le programme de développement du système de santé, qui est placé sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Les documents de travail, non, on n'a pas, je crois que si on n'a pas communiqué, on peut les communiquer. Il n'y a aucune raison que le gouvernement puisse garder ce document par dévers. C'est des documents standards, mais comme je l'avais dit, la langue de travail de la Banque mondiale étant essentiellement le français, il y a une traduction, l'anglais pardon, il y a une traduction française qui n'est pas, qui ne répond pas à 100%, mais qui s'approche autour de 95% de l'esprit des accords pour permettre aux équipes qui vont négocier de travailler en toute sérénité, mais c'est des documents qui sont tout à fait publics, qui sont d'ailleurs sur les sites de la Banque mondiale et qui, les jours à venir, devraient être sur les sites de ministères concernés, y compris du ministère des Finances, pour permettre de garantir la redevabilité aux élus du peuple que vous êtes et donc auprès de qui nous venons requérir les autorisations pour la mise en vigueur de ces projets. Honorable Président, ainsi dit, donc, devant votre autorité, la mienne s'efface et je vous retourne la parole. Merci. Merci, Monsieur le ministre des Finances. Chers collègues, vous venez de suivre la réponse du ministre des Finances. Nous remercions Monsieur le ministre, mais avant qu'il ne quitte l'hémicycle, notre collègue Bakomito prendra la parole pour une communication au nom de tous les sénateurs. Collègue Bakomito, vous avez la parole.
Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, je prends la parole à votre nom pour adresser ou passer un message aux membres du gouvernement qui sont ici présents dans la salle. C'est suite à la préoccupation soulevée par notre collègue Makila hier autour des projets de loi qui ont été présentés par le ministre des Finances. Honorable président, l'article 104, alinéa 2 de la Constitution, stipule que les sénateurs que nous sommes représentons nos provinces, mais notre mandat est national. Ça veut dire que nous avons l'obligation de veiller à ce que nos provinces que nous représentons valablement et légalement trouvent également leur compte dans tous les projets de développement qui sont implémentés par les gouvernements. J'ai suivi tout à l'heure, nous avons suivi tout à l'heure le ministre des Finances. Je pense que, je dois le dire très sincèrement, nous sommes un peu apaisés. Même si j'ai noté avec les collègues que les projets sont rédigés de manière interactive au niveau du gouvernement. Donc les gouvernements, les membres du gouvernement, par secteur, interviennent dans la localisation géographique des projets. Il faut absolument que l'on se mette d'accord, que nous ne passerons pas notre mandat ici. Guéringo, Makila, Golda, Sanguma, Mobutu, Loando, l'honorable Kibuta ainsi que l'honorable Aguito. Ces questions, dont pour certaines c'est recoupé, ont essentiellement d'abord porté sur la localisation géographique des projets, en dehors des questions spécifiquement techniques, auxquelles je pourrais donner au cas par cas donc, un certain nombre de réponses. Je voudrais, d'entrée de jeu, honorable président, honorable sénateur, vous assurer que le gouvernement travaille avec les partenaires au développement sur base des documents des stratégies pays, qui sont des documents rédigés de manière interactive entre les partenaires, en l'occurrence pour ce qui concerne ces trois financements, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Ils rédigent ce qu'on appelle les documents des stratégies d'assistance au pays. C'est un document qui couvre un horizon temporel de 3 ou 4 ans. Et ces documents, comme je l'ai dit, est rédigé de manière interactive, c'est-à-dire que le gouvernement y intervient également pour choisir aussi bien les secteurs d'intervention que de localisation géographique du projet. Et donc, au titre de ces documents, chaque fois qu'il y a des négociations, le gouvernement s'assure de deux instruments à sa disposition. D'abord, le programme gouvernemental sur base duquel le gouvernement a été approuvé donc, au niveau du Parlement, mais également du document de stratégie pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour savoir si une aire géographique est ignorée ou pas dans le cadre de financement spécifique, il faut faire une lecture croisée de plusieurs tableaux. Parce que c'est limité seulement à ces projets. Ça peut donner l'impression que d'autres secteurs ou d'autres zones géographiques ne sont pas couvertes, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je voudrais dire que spécifiquement en ce qui concerne le projet ProADER, parce que les deux autres projets couvrant pratiquement toutes les provinces, ça ne posait pas de problème à ces sujets, c'était beaucoup plus pour le projet ProADER. Le projet ProADER s'inscrit dans la continuité et dans la consolidation de deux autres projets initiaux
le PADIR et le PADER financés déjà par la Banque africaine de développement. Et donc, au terme des études d'évaluation ex post, après ou au courant de la mise en œuvre du projet, il s'est avéré qu'un certain nombre des paramètres étaient ignorés. Donc, c'est comme ça que ce projet a été initié de commun accord entre le gouvernement et la Banque africaine de développement. Et ce n'est pas pour dédouaner mon collègue, le ministre en charge du développement rural. C'est un projet qui a été négocié, je crois, par l'ancien ministre Bitakuira, bien avant que le ministre Bikoulou n'arrive là. Et donc, par continuité de l'État, nous nous sommes inscrits, bien entendu, pour pouvoir finaliser ce projet jusqu'au niveau de sa signature et de l'approbation en Conseil des ministres. Mais est-ce que c'est pour autant que les autres aires géographiques sont ignorées? Non, pas du tout. Parce que, en ce qui concerne pour spécifiquement donner des apaisements à l'honorable Makila, il y a le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, en sigle le PARSA, qui couvre, bien entendu, une bonne partie de l'ancien Équateur. Pas seulement le nord et le sud du Bangui, mais une bonne partie de la province, l'ex-province de l'Équateur, pour un coût total de 195 millions de dollars. Les quelques résultats de ces projets, c'est notamment la réhabilitation de 2365 km de route sur un linéaire de 2800 km, un entretien de 4766 km de route en cumulé, la construction de 16 entrepôts de stockage de produits agricoles sur 18 constructions, sur 18, la construction de 4 marchés sur 8, la plantation de 3440 hectares de café sur 3500, la plantation de 1494 hectares de cacao sur 1500 et la construction de 150 ponts. Cette liste, bien entendu, n'est pas exhaustive et je peux vous assurer que le projet venait de bénéficier, donc, au terme de discussions avec la Banque mondiale, d'un financement complémentaire pour essayer, un peu à l'instar de ce que le ProADER va faire, donc pour consolider les acquis de ces financements. Évidemment, il faut reconnaître aussi que l'Équateur est couvert par le projet ProRoute, qui a permis l'ouverture de routes entre Guémena, Akula et Zongo pour un linéaire de 385 km. Il y a 2 semaines, le gouvernement a discuté, disons, le ministère des Travaux publics a discuté avec la Banque mondiale, et donc un financement complémentaire est également en cours de finalisation pour le projet route, pour essayer d'améliorer encore ces routes qui sont évidemment faites en terre. Pour ce qui concerne la province du Bas-Ouélé, spécifiquement parce que la question a été posée aussi, le même projet ProRoute financé par la Banque mondiale a ouvert la route Banani-Abuta pour un linéaire de 100 km dont le coût est à 1 668 $ américains. La route Bouta, Doulia, Keti et Bunduki pour un coût de 3 414 000 $ américains. Et la route Doulia-Bondo pour un linéaire de 130 km avec un montant de 7 233 779 $ américains. Mais pour ne pas m'attarder sur ce sujet, je voudrais dire que toutes les provinces, dans leur ensemble, constituent bel et bien la préoccupation centrale du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et le développement par l'arrière du pays. Il faudrait également dire que le gouvernement a levé l'option de pouvoir opérationnaliser la caisse de péréquation. Parce que, comme vous le savez, la Constitution de notre République a installé la caisse de péréquation pour essayer de niveler les divergences en ce qui concerne le développement au niveau des provinces. Et donc, cette caisse qui, je pense que dans le cadre de collectif budgétaire qui devrait être présenté devant votre auguste Assemblée, a déjà pris en compte une quantité des ressources captées au niveau national pour pouvoir alimenter les comptes que j'ai déjà ouverts en tant que ministre des Finances au niveau de la Banque centrale, pour pouvoir permettre de recueillir des projets à la base, donc au niveau des provinces, les valider au niveau du comité de pilotage et de pouvoir exécuter ces projets. Ces projets touchent évidemment un certain nombre de secteurs
qui sont aujourd'hui rétrocédés au niveau des provinces. Il s'agit de la santé, de l'éducation primaire secondaire, je crois de l'agriculture, du développement rural et d'un autre secteur encore, peut-être que je perds de vue. Donc le gouvernement est bel et bien conscient et voudrait aller dans ce sens pour essayer de pouvoir corriger toutes ces divergences-là. Alors, l'honorable Mutombo avait posé la question des divergences de taux d'intérêt entre les financements obtenus de la Banque africaine de développement et ceux obtenus de la Banque mondiale. Il faut dire que le problème de taux d'intérêt, c'est le coût de désistement de l'utilisation des fonds. Donc, il est majoré d'un intérêt pour pouvoir justement permettre à l'institution de, c'est qu'on peut dire, rentabiliser pour pouvoir améliorer sa capacité de financement d'autres projets. Et ces taux d'intérêt varient en fonction, en ce qui concerne les institutions financières de développement, de deux facteurs importants. Il y a d'abord la couverture financière et ensuite il y a l'étendue des secteurs couverts par chaque institution. Vous conviendrez avec moi que la Banque africaine de développement, comme ça s'est dit, c'est une banque régionale africaine. Donc, d'un point de vue de couverture financière, elle est limitée par rapport à la Banque mondiale, qui a une couverture globale, mondiale, et qui dispose de beaucoup de secteurs. Et donc, c'est tout à fait normal que la Banque africaine de développement aligne un taux d'intérêt légèrement supérieur à celui de la Banque mondiale. Mais là n'est pas le problème. Parce qu'avant que nous puissions, comme je l'ai dit hier à votre auguste assemblée, avant que le gouvernement puisse approuver ces financements, il y a des calculs de concessionnalité, comme je l'avais dit hier, qui sont menés au niveau de la Direction générale de la dette publique. La dette publique tout court, parce qu'il s'agit de la dette aussi intérieure qu'extérieure. Et donc, ces calculs doivent garantir que l'élément dans le prêt, même s'il s'agit d'un prêt, soit supérieur ou égal à 35%. Mais ces calculs se font évidemment sur ces deux paramètres que sont les taux d'intérêt et la durée des remboursements. Donc vous conviendrez avec moi que pour un projet, même si le taux d'intérêt est autour de 3-4%, mais que la durée des remboursements va autour de 30 ans, du coup ça devient concessionnel. Mais pourquoi on insiste sur la concessionnalité? C'est pour vérifier l'aspect soutenabilité de la dette, parce que la dette doit être soutenable par rapport au produit intérieur brut. Le pays ne peut pas s'endetter au-delà de sa capacité à rembourser. Aujourd'hui, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPT en 2010, qui avait permis l'effacement d'environ 12 milliards sur un stock de 13 milliards de stock de la dette extérieure de la RDC. Depuis lors, on peut dire que la moyenne d'endettement annuel se situe autour de 500 millions de dollars. Parce qu'aujourd'hui, le stock de la dette extérieure de la RDC se situe autour de 5 milliards. Donc, premièrement, c'est pour mesurer, comme je vous l'ai dit, la soutenabilité par rapport au PIB, mais deuxièmement, la viabilité de la dette. Est-ce que la dette est viable par rapport au projet auquel il va être affecté? Donc, c'est ce qui explique, honorable Mutombo, cette disparité de taux d'intérêt entre la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.